Bonjour, je suis Caroline Goulard. J'ai créé 2 entreprises dans le secteur de la visualisation de données. Ça fait plus de 10 ans que je travaille à créer des ponts entre les humains et les données. Et nous sommes ensemble pour un nouvel épisode de The Bridge, le média d'Artefact qui démocratise les données et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous sommes avec Hanan Ouazan. Hanan, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc, moi, c'est Hanan. Je suis partenaire chez Artefact et je suis en charge de toutes nos offres pour le groupe sur les sujets d'IA et d'IA générative. Est-ce que tu peux nous définir d'abord qu'est-ce que c'est un agent AI? Qu'est-ce que c'est l'agentique? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a quand même, je pense, plein de définitions sur le marché et elles ne sont pas toutes équivalentes. Ma définition à moi, pour ce que ça vaut, l'agent pour moi, c'est un système autonome qui est capable d'exécuter des tâches afin d'obtenir un résultat, tout en étant capable aussi de s'adapter à son environnement. Et j'insiste, le s'adapter à son environnement est très important. C'est ce qui donne à l'agent une certaine souplesse dans la réalisation des tâches que tu lui demandes. Donc ça, c'est la logique d'agent. L'agentic, c'est encore quelque chose d'un peu différent parce que les agents, il faut être conscient que pour qu'ils puissent faire ces tâches-là, tu peux faire 2 choses. Soit tu leur dis exactement quoi faire et ils le font, soit tu leur dis ce que tu attends d'eux et ils se débrouillent pour le faire. L'agentic, c'est ce deuxième point. C'est cette capacité de pouvoir définir ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif. Donc vraiment pour remettre les concepts en face, un agent, ça fait des choses automatiquement pour un objectif en étant conscient de son environnement. L'agentic, c'est un agent pour lequel tu n'as pas défini en amont la manière de le faire et que c'est lui qui, par son processus de réflexion, identifie le chemin optimal pour réaliser la tâche. Aujourd'hui, on va parler des AI agents, agents d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Bien sûr. Alors déjà, je pense, il faut être conscient que c'est le mot qu'on va le plus entendre en 2025 si on s'intéresse au sujet de l'IA générative. Techniquement, les agents, c'est un petit peu l'évolution de ce qu'on a pu avoir dans les 2 dernières années. On a connu avec ChatGPT il y a 2 ans les premiers modèles d'IA générative tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et ça a permis notamment d'avoir des modèles avec lesquels on a interagi, on pose des questions, on a des réponses. On a eu ensuite ce qu'on a appelé les assistants. Donc ça a été des IA génératives qui ont été interconnectés avec nos systèmes à nous. Et c'est là où on a vu des cas d'usage, par exemple de FAQ, ce qu'on appelle les cas d'usage de RAG, où techniquement ce qu'on fait, c'est qu'on prend le modèle d'IA générative et on le branche à des sources de données et on arrive du coup à mieux contextualiser les réponses et à être plus précis sur des sujets. Et maintenant, on arrive à une troisième étape où l'IA n'est plus uniquement connectée à des systèmes d'information pour répondre de manière plus correcte, mais aussi est connectée à des systèmes d'action. C'est-à-dire que l'IA n'est plus uniquement en lecture, mais aussi en écriture. Elle peut faire des tâches. Et donc cette logique d'agent, c'est justement cette logique de comment on donne à l'IA la capacité de pouvoir agir à la place de son utilisateur et réaliser des actions pour lui. Et c'est là où c'est vachement intéressant. Et c'est là aussi où, quelque part, eh bien, on a passé le gap sur un troisième niveau. Il y a un point intéressant aussi à mettre en avant, c'est cette logique de RPA. Donc on parle beaucoup du RPA, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Donc RPA, pour l'acronyme, c'est Robotic Process Automation. Et c'est l'art d'automatiser des processus en décomposant le processus en un ensemble de tâches qu'on vient séquencer et sur lequel à la fin on arrive à un résultat. Exemple, je vais sur mon site de banque ou mon site d'opérateur téléphonique et on me demande d'uploader ma pièce d'identité. Donc moi je prends une photo ou un scan de ma pièce d'identité. Le scan est uploadé, l'IA va lire ma pièce d'identité, va prendre mon nom, mon prénom, ma date de naissance, ma taille et va prendre ces informations-là et les rentrer dans le système d'information de la banque ou de l'acteur téléphonique. Donc ça c'est du RPA, c'est un processus en 3 étapes. Donc lecture, extraction, insertion dans la base de données. Qu'est-ce qui se passe si demain je ne suis pas citoyen français mais je suis citoyen américain? Mais la pièce d'identité, elle va être quand même différente, elle sera probablement écrite en anglais. Et donc si je prends le même processus RPA pour faire ce travail-là, ce qui va se passer, c'est que ça va planter.
Pourquoi? Parce que l'IA n'est pas pensée, enfin plutôt le RPA n'est pas pensé pour lire l'anglais, n'est pas pensé pour ce format de carte d'identité, et donc ça ne va pas marcher. Ce qu'on arrive à faire du coup maintenant avec les agents, c'est d'apporter cette souplesse en utilisant l'intelligence de l'IA générative eh bien, pour s'adapter à ces changements de format, s'adapter à ces changements de langue. Et donc l'agent va être capable de se dire « Ah, tiens, c'est écrit en anglais, mais bon, name, ça veut dire non. Donc je comprends que c'est la même information. » Et donc quelque part, on va apporter cette souplesse additionnelle à la logique de RPA. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau pour qu'on comprenne bien? Est-ce que c'est ce côté autonomie, on est capable de s'adapter? Est-ce que c'est ce côté écriture et pas seulement lecture? Est-ce que c'est le mix des deux? Non, c'est un bon point. Je pense que le côté écriture, il a toujours existé. Avec la RPA, on pouvait aussi écrire en base de données. Ce qui a vraiment drastiquement changé, c'est cette capacité d'adaptation, comme tu l'as dit, mais qui découle surtout de cette intelligence. C'est que l'IA est capable d'avoir un regard critique sur elle-même, d'analyser l'environnement en fait, dans lequel elle est, et de prendre des décisions sur la base de cet environnement. Le RPA, ce que j'aime dire, c'est imagine que demain, tu suis un itinéraire en voiture où on te dit au bout de 3 secondes, tu tournes à droite, au bout de 10 secondes, tu tournes à gauche, au bout de 20 secondes, tu as un rond-point et tu continueras tout droit. Si je te dis qu'il faut suivre cet itinéraire à la lettre, eh bien imaginons que l'itinéraire n'est pas modifié, tu y arriveras sans problème. Qu'est-ce qui se passe si demain, au bout de 3 secondes, il y a une grand-mère qui traverse la rue et que tu devais être censé freiner, ou alors que demain, la mairie décide de mettre un dodan au milieu de la route et donc tu dois freiner, forcément toutes les métriques que je t'ai données pour suivre l'itinéraire ne marchent plus. C'est là la problématique du RPA. C'est qu'en fait, elle est capable de fonctionner dans un environnement qui est exactement en fait identique à ce qu'on avait pensé. Alors que l'IA générative, quelque part, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, ben, tu sais quoi, tu suis Waze. Et donc, si demain le trafic change, si demain quelque chose se passe et modifie le cours de route, ben, tu es capable de t'adapter. Et donc, tu vois, c'est ce paradigme-là qui a changé avec l'IA générative, c'est cette intelligence, cette capacité à s'adapter à l'environnement. Et alors, du coup, ça sert à quoi? Parce que j'ai l'impression que c'est hyper vaste les cas d'usage. Clairement, c'est pour ça que c'est un peu un sujet aujourd'hui, c'est que c'est très très vaste. Je pense que ça ne servira à rien de raconter tous les cas d'usage qu'on peut faire. Moi, j'aime bien raconter 3 grosses familles qui, je pense, vont être vraiment impactées par cette logique d'agentic. La première famille, je pense, c'est tout ce qui touche à la relation client. Ça, on l'a vu maintenant, ça existe depuis un moment, tous les chatbots qui peuvent répondre à des questions, etc. Mais il faut aller un cran plus loin. Ça veut dire que le chatbot qui fait ta FAQ, ça, c'est SAO 2024, SAO 2023. Alors, j'exagère, mais en réalité, c'est des choses qu'on maîtrise. Alors, les entreprises aujourd'hui travaillent sur avoir un niveau de fiabilité qui est 100% parfait, etc. Mais c'est des choses qu'on sait faire. Maintenant, ce qui est vachement plus intéressant, c'est si l'agent, ou si le chatbot, pardon, il est capable d'être plus intelligent que la FAQ. Exemple, moi, je suis sur le chatbot et je dis « Bonjour, j'ai un problème de réseau, j'arrive pas à capter Internet avec mon téléphone. » Et donc, si au lieu de me dire « Ah, tu sais quoi, je vais aller regarder la FAQ et je vais te dire ton problème numéro 1, c'est peut-être parce que tes paramètres sont pas bons. Ou parce que il y a un incident à côté de chez toi et si tu captes plus. Ou parce que tu as consommé ton forfait, etc., etc., etc. » Donc la FAQ, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te donner une liste de possibilités. Et après, ça sera à toi d'aller explorer chacune des pistes données et de te faire un avis et potentiellement de résoudre ton problème. Avec les agents, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller plus loin que ça. C'est de dire, tu sais quoi, j'ai regardé dans le CRM quel forfait tu avais et j'ai vu qu'en fait, tu as un forfait avec 100 gigas de consommation par mois et je constate que tu as consommé ces 100 gigas. Donc, je suppose que la raison pour laquelle tu n'as plus Internet, c'est parce que tu es passé en débit limité et que donc, du coup, tu captes plus très bien. Tu vois, cette capacité de l'agent d'aller lire dans les différents systèmes, de réfléchir, de prendre une décision et même après de te suggérer, de te dire, si tu veux, eh bien, tu peux prendre le forfait supérieur à 120 gigas ou alors pour ce mois-ci, si tu penses que c'est exceptionnel, de payer 2 €, d'avoir 5 gigas de plus et donc sur ce mois-ci, tu ne seras pas pénalisé. Et donc, en conséquence, par exemple, de te dire, si tu choisis l'option numéro 1, l'option numéro 2, mettre à jour ton contrat. Tu vois, c'est vraiment l'étape d'après où, quelque part, on peut aller encore plus loin dans la relation client. Ça, c'est un premier sujet.
Évidemment, il y a d'autres cas d'usage sur la relation client. Je vais assez vite dessus, mais par exemple, assister l'agent qui prend l'appel pour l'aider à résoudre le problème du client. On peut aussi faire des choses hyper intéressantes. Analyser a posteriori les appels qui ont eu lieu sur le call center et proposer des améliorations pour, par exemple, réduire la volumétrie à terme. C'est aussi des choses qu'on peut faire. Les cas d'usage dans la relation client, il y en a énormément. J'ai illustré avec le chatbot parce que je pense que c'est celui qui est le plus parlant, mais il y a plein de choses à faire. La deuxième famille qui est très intéressante aussi, c'est tout ce qu'on appelle un peu le back-office. Donc le back-office, c'est tous les métiers qui, en fait, aujourd'hui, sont du traitement qui se passe un peu behind the scene dans plein de boîtes. Alors l'exemple que j'aime bien raconter dessus, c'est par exemple, toi, tu es une personne qui souhaite acheter un bien immobilier et donc tu fais une demande de crédit auprès de ta banque pour avoir en fait un crédit. Et donc, ce qui se passe quand tu fais un processus digital, en général, c'est que tu vas sur la banque, le site de la banque, tu renseignes des informations, tu donnes par exemple tes 3 fiches de paye, tu donnes ton contrat, ta facture EDF, justificatif de domicile. Sur certains crédits qui dépassent certains montants, tu dois même parfois donner des examens sanguins. Bref, un certain nombre d'informations qui sont ensuite analysées en back-office justement par des gens qui vont ressaisir toutes les informations, qui vont checker que c'est bien correct, que les informations se recoupent correctement, puis derrière aller utiliser un logiciel de simulation de crédit, prendre toutes les informations, les simuler, te faire une offre et ensuite t'envoyer un email pour te dire soit ben, c'est refusé, et après par contre tu ne sais pas pourquoi, soit te dire ben, en fait c'est accepté et voici le taux. Et en fait, tout ce processus-là, ça prend du temps parce qu'il faut que quelqu'un, d'abord évidemment, il n'a pas que ton dossier de crédit à toi, il en a plein. Et en plus de ça, ben, il faut prendre tous tes documents. Ça peut être parfois 10 pages qu'il faut lire, éplucher, renseigner, saisir manuellement dans un logiciel, simuler, comprendre pourquoi la simulation elle est bonne ou pas bonne, avoir un regard critique, etc. etc. Grosse maille, ça peut prendre, tu vois, 4-5 jours pour avoir juste une réponse. Et toi, entre-temps, ben, tu attends et tu ne sais pas s'il faut ou pas ben, faire une offre auprès de ton vendeur. Eh bien, demain, avec l'IA générative, on peut imaginer un processus qui est complètement différent. Tu uploads les différents documents, l'IA vient, elle lit les différents documents, elle extrait de l'information, elle s'interface avec le système de simulation, elle fait des simulations, elle te dit oui ou non. Si elle te dit non, elle t'explique pourquoi, elle donne des suggestions pour faire mieux. Et si elle te dit oui, elle te dit tu sais quoi, si voilà, tu as ce taux-là, mais si tu augmentes ton apport en passant de 15 000 à 22 000 euros, ben là, tu réduis drastiquement ton crédit, enfin ton taux de crédit parce que tu as atteint un certain seuil. Tu vois, c'est complètement différent. Un, tu as réduit le temps, mais tu es passé de 4-5 jours à en réalité, allez, une vingtaine de minutes, trentaine de minutes pour qu'il puisse faire son traitement. Évidemment, tu auras ta réponse en 24 heures parce qu'il y aura un agent humain qui va relire et qui va analyser tout ça, mais le temps, il a quand même été divisé drastiquement. Et deux, tu es allé même plus loin que l'actuel parce que quand tu as un refus, tu expliques pourquoi, chose qui n'arrive pas tout le temps. Tu te donnes des suggestions pour avoir un meilleur dossier. Et quand même tu as une réponse qui est positive, ben, tu te donnes des améliorations pour avoir encore un meilleur taux. Donc ça, c'est typiquement ce genre de processus qu'on cherche à un petit peu automatiser avec les agents. Et enfin, troisième famille, c'est je pense tous les cas d'usage autour du développement logiciel aussi. On va en reparler, je pense, par la suite, mais il y a une logique de se dire aujourd'hui, avec ces IA qui sont capables de pouvoir coder, de pouvoir déployer des choses en production, eh bien, comment aussi on peut demain changer drastiquement la manière dont moi, entreprise, je développe mes logiciels, je développe mes softwares, je développe mes projets, mes use cases. Et donc, il y a tout un métier un petit peu du développeur qui est en train d'être repensé autour de ces IA-là. Ça promet vraiment beaucoup de choses. C'est quoi les grandes familles d'agents? Il y a une classification, ils ont des petits noms, des complexités différentes? Alors, oui, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs familles d'agents. Moi, j'aime bien les regrouper en 3 niveaux et vraiment par rapport à leur capacité d'autonomie. Je m'explique. Le niveau 1, c'est ce que tu vois beaucoup aujourd'hui sur le marché. C'est ce que tu vois dans les outils comme Copilot. C'est des agents, ce qu'on appelle des prompt agents. Donc, grosso modo, tu vas leur donner un prompt, donc une règle du jeu, un ordre. Tu vas dire, voilà, tu es un agent qui fait ceci, cela, ceci.
tu as accès à ces informations, à ce PDF, à ce système d'information, à Google Drive, à SharePoint, à ce que tu veux. Et tu vas m'aider à répondre à ces questions-là, etc., etc., etc. Donc, c'est un agent qui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vient automatiser des tâches en décomposant la tâche en plein de petites étapes et qui va du coup te permettre d'automatiser certaines choses. Mais on est vraiment au niveau de la tâche. Donc, on automatise des tâches. Exemple, je vais te fournir une pièce d'identité et toi, tu vas m'extraire l'information et les mettre en base de données. C'est une tâche, 3 étapes, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et voilà. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur le marché, c'est ce qui est le plus commun. C'est génial, mais en réalité, quand tu automatises une tâche, ben, tu as automatisé une tâche. Ça permet d'aller plus vite sur la tâche, mais ça ne change pas ta journée. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si on veut vraiment refaire les choses, il faut refaire des processus, pas des tâches. Et donc, se pose la question de comment j'arrive à automatiser des processus et non plus des tâches. C'est là où on a vraiment le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les workflow agents. Et c'est là où aussi dans ce workflow agent, on vient quelque part apporter ce qu'on a dit tout à l'heure sur le RPA 2.0. C'est-à-dire que je prends un processus comme dans le RPA et je viens complètement l'automatiser avec des agents. Ce que ça va permettre de vraiment en fait, assembler les différentes tâches. Donc tu vois, en fait, on reprend le concept numéro 1, mais on en fait une chaîne. Et on passe d'un état initial à quelque chose qui est un processus terminé. Et donc, on va un cran plus loin que le niveau 2 et on apporte par rapport au RPA beaucoup plus de souplesse, comme on l'évoquait tout à l'heure, sur l'exemple de, par exemple, ma pièce d'identité, elle est en anglais, elle n'est pas en français. Voilà. Donc ça, c'est le niveau 2. La limite des niveaux 1 et niveau 2, c'est que pour que ça marche, je dois, moi, humain, expliquer dans le détail à l'IA ce qu'elle doit faire. Je dois lui dire, tu feras d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Pour faire ça, tu as accès à cette API, tu as accès à cette information, tu as accès à cette base de connaissances, etc., etc. L'IA, après, peut, au niveau de chaque tâche, avoir de la souplesse, on l'a expliqué, mais quand même, elle doit suivre un certain itinéraire que tu as prédéfini pour elle. Donc, ça donne quand même de la robustesse parce que quelque part, tu as obligé l'IA à se conformer à un processus que tu as défini. Par contre, tu aimerais bien parfois quand le processus n'est pas existant ou quand le processus aujourd'hui, tu le trouves fastidieux ou quand le processus il est peut-être parfois pas clair, tu aimerais que l'IA apporte un peu de souplesse. Donc c'est là où on a le niveau 3, c'est ce qu'on appelle, alors c'est tellement nouveau qu'il n'y a pas vraiment encore aujourd'hui de nomenclature, moi c'est ce que je nomme Goal Agent. Donc tu définis plus un workflow, tu définis un objectif. Tu dis, tu vas devoir me faire ça, tu dois réaliser cette tâche-là. Et pour ce faire, tu as accès à cette base de connaissances, ces outils-là à ta disposition, et ensuite c'est l'agent lui-même qui va dessiner son itinéraire. Tu vois, il ne va plus suivre un itinéraire préconçu, il va le dessiner lui-même. Donc ça apporte énormément de souplesse, c'est beaucoup plus autonome. Par contre, quelque part, c'est beaucoup moins robuste aussi. Parce que si demain il prend le mauvais itinéraire ou il diverge ou que sais-je, en fait, il y a un processus qui ne se passe pas très bien, ben tu ne peux rien faire et il peut rester bloqué. Quand on sait, et c'est ça le point important, que ces agents-là, quelque part derrière, pour fonctionner, ils se basent sur les modèles de Generative AI et que ces modèles-là, ce sont des modèles que tu payes à la conso, un agent qui est autonome sur la manière d'utiliser les modèles, il est autonome sur la manière de consommer. Donc là, ah ben attention à la facture, quoi. Donc c'est là où c'est pas évident, c'est là où c'est pour ça aussi que c'est un système et un niveau qui est encore aujourd'hui peu exploité, c'est encore très à l'état de la recherche. Ça va apporter beaucoup de souplesse à l'avenir, mais ça demande encore aujourd'hui d'avoir un peu plus de contrôle et un peu plus de confiance dans justement cette capacité à pouvoir faire des choses tout seul sans qu'on définisse quelque part les étapes à suivre. Alors, ce sujet il est encore nouveau et pour moi aussi j'ai du mal à bien m'imaginer. Dans le fond, est-ce qu'on parle d'un agent, un IA agent, il va être super compétent au point de savoir définir lui-même ses process, ou est-ce que en fait, c'est en assemblant plusieurs agents qu'on arrive à ce résultat-là? Alors c'est une très bonne question aussi. Aujourd'hui, si tu veux, c'est un peu comme dans une entreprise. Souvent on dit je cherche un bouton à 5 pattes. Alors c'est compliqué à trouver. Et deux, même le bouton à 5 pattes, à la fin, il a des courbatures. Hein, parce que s'il fait beaucoup de choses, c'est compliqué. Donc dans la logique, la manière dont on fait les agents, la bonne pratique, c'est de se dire, quand tu as des processus qui sont très spécialisés,
Ce que tu fais, c'est que tu mets, on appelle un agent orchestrateur, donc c'est le chef de projet, le manager, qui lui a une vision globale du processus, qui comprend bien comment les choses fonctionnent et qui est capable d'allouer à des agents très experts les différentes sous-tâches. Donc en fait, tu as une espèce d'équipe projet avec un agent orchestrateur, des agents experts. Et l'agent orchestrateur, son rôle, c'est de, tu vois, fluidifier le processus, donner à chacun les tâches, attendre les retours de chacun, paralléliser certaines tâches quand c'est parallélisable, tu vois, les séquencer quand c'est séquençable, et derrière obtenir la bonne réponse. Maintenant, après, tout ça, eh bien, ça reste sous le paradigme qu'on a dit de est-ce que cet agent orchestrateur et ces agents experts, je dois les hard-coder au début, leur donner les étapes à suivre, ou est-ce que je parle juste à l'agent orchestrateur, je lui dis coucou, tu as accès à tous ces agents-là, tu as accès à tous ces outils-là, débrouille-toi. Et après, c'est à lui de faire son travail. Donc, comme on l'a expliqué, à différents niveaux, aujourd'hui, on est plutôt sur la partie workflow, c'est-à-dire que tu donnes quand même les étapes, mais évidemment que demain, et aujourd'hui, il y a des frameworks qui existent. Hein. Tu peux parler de Crew AI, de AutoGPT, ce sont des choses qui existent, qui font ça, mais qui restent encore pour moi aujourd'hui pas adaptées à un usage en production pour une entreprise, quoi. T'as vu, c'est marrant, on en vient vite à les humaniser, ces agents, à les comparer à des chefs de projet et tout. Et ça fait écho à la récente déclaration du CEO de Nvidia, Jensen Huang, qui a dit que les directeurs IT allaient devenir un peu les directeurs RH de ces agents IA, ces nouveaux travailleurs numériques. Et t'en penses quoi, toi? Sur le coup, j'ai trouvé ça très drôle, assez visionnaire quand même, parce que ça pose des vraies questions. Quand on pense à agent, on pense à IA. Quand on pense à IA, on pense à code. Quand on pense à code, on pense à IT. Donc on se dit demain, si tous mes processus d'entreprise, c'est des agents, est-ce que ce n'est pas l'IT qui va gérer du coup tout ça? Je pense que c'est important de garder en tête que un agent, c'est automatiser un processus. Un processus, c'est quelque chose de métier. Donc si demain tu dis que c'est à l'IT de gérer un processus métier, quelque part, c'est que tu t'es trompé sur le rôle de l'IT. Et l'autre problème aussi, et je pense que c'est intéressant, c'est que si demain tous les processus devaient passer par l'IT et devaient être managés par l'IT, il y a une vraie question de taille qui se pose. Si demain, voilà, ta boîte elle a 1500 personnes et que je te dis, tu sais quoi DRH, demain on multiplie par 10 la taille de la boîte et on passe à 15 000 personnes, ta première réaction, c'est d'aller recruter des gens pour pouvoir gérer tout ce beau monde. C'est pareil, on ne va pas se dire, maintenant il y a des agents, j'ai multiplié la taille de mon IT par 10 parce qu'on va avoir des milliers d'agents partout. Donc ça pose deux questions et ça traduit le fait que, un, avoir l'IT qui est le RH de la boîte, c'est pas désirable et c'est pas forcément désiré aussi. Et donc, pour que ça ne se passe pas comme ça, en tout cas que ça ne se passe pas uniquement comme ça, il faut repenser la manière dont les agents vont être pilotés dans le temps. Ça veut dire que, on l'a dit, un agent, c'est un processus métier. Ça veut dire que ça vient automatiser des choses qui sont métiers. Donc si demain, l'agent ne fonctionne pas bien, l'IT ne peut pas forcément avoir la réponse. L'IT va te dire, je ne comprends pas, ton chatbot sur le site, il répond, je pose une question, il répond. Maintenant, si la réponse n'est pas bonne, l'IT, ce n'est pas leur métier de savoir pourquoi. C'est au métier de savoir pourquoi l'agent ne répond pas correctement. Et donc, ça oblige forcément à se dire qu'il y a une partie maintenant de la maintenance des applicatifs. Quand on pense à la maintenance, on pense vraiment à de l'IT. Hein. Mais une partie de la maintenance des applicatifs va devoir remonter auprès des métiers. Et donc, ça sera au métier d'analyser le chatbot, comprendre ce que le chatbot dit, détecter quand le chatbot il dit des bêtises et potentiellement corriger ça. Je prends l'exemple du chatbot, mais ça s'applique à tous les agents que tu peux créer. Et donc, c'est important, je pense, de former les métiers à ces questions-là. Et deux, aussi de leur donner les bons outils parce que les métiers, pour pouvoir diagnostiquer un agent et débugger un agent, il faut qu'ils aient les métiers pour comprendre où ça ne marche pas et à ce moment-là, mobiliser potentiellement les équipes data, les équipes ML, etc., etc. Mais du coup, pour réagir à sa citation, je la trouve vraiment intéressante, ça pose une vraie question et il est clair que peut-être que sur l'aspect recrutement du département RH et sur l'aspect purement administratif du département RH, ce sera l'IT qui va prendre ce rôle-là. Mais la gestion de carrière et le life cycle des employés agents, je pense que ce sera plutôt au métier de commencer à maintenir ça, avec évidemment les bons outils qu'il faut implémenter.
Parce qu'il y a une autre chose, quand on commence à parler RH, on entend aussi culture d'entreprise. Est-ce qu'il y a un sujet sur le training de ces agents pour qu'ils réagissent dans l'entreprise d'une certaine façon, qui soit adaptée au code, à la culture? Bien sûr. Bien sûr, on a travaillé avec un de nos clients sur justement un chatbot, un agent plutôt RH qui doit aider les collaborateurs à faire de l'onboarding. Et donc évidemment qu'il y a eu un énorme travail, énorme, sur comment en fait je donne à cet agent-là la tonalité de la marque, comment je suis capable de faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose de très tu vois, froid. Et donc si tu veux automatiser un processus qui est souvent un processus humain, ben, il faut faire hyper attention à ce que ce processus-là ne dégrade pas, ce processus automatisé ne vienne pas dégrader l'expérience. Si demain tu es une entreprise et tu crées un chatbot sur ton site web, il faut qu'il respecte ta tonalité. Il ne peut pas être froid et impersonnel. Sinon, quelque part, ben, tu as sacrifié ton image de marque sur l'autel de la productivité. Et ce n'est pas forcément ce qui est recherché. Donc aujourd'hui, ces agents-là, ils sont capables de faire ça. Ils sont capables d'intégrer cette logique de culture d'entreprise. Mais évidemment, c'est un travail à faire. On s'est pas mal intéressé aux agents, mais si on revient maintenant sur les vrais travailleurs humains, c'est quoi la perspective pour eux? Et avant de dire qu'on va tous les remplacer, déjà comment ça change leur façon de travailler? Alors, je ne pense pas qu'on va tous les remplacer. C'est très important de garder en tête que c'est un petit peu comme avec la révolution industrielle. Lorsqu'on a eu la révolution industrielle, il y a eu un vrai sujet qui s'est posé sur le fait de dire maintenant je mets plein de machines dans mes usines et donc forcément les gens qui étaient sur la chaîne de montage et qui travaillaient, eh bien, ils ont été quelque part remplacés par ces machines-là. Mais ces machines-là et ce gain de productivité que ça a apporté, ça a posé aussi des nouveaux problèmes, enfin plutôt des nouvelles questions. Première question, c'est ben, du coup comment je monitore ces machines-là? Comment je m'assure qu'elles travaillent correctement? Comment je m'assure que ce qui est produit par ces machines-là eh bien, respecte le cahier des charges et les normes qu'on a définies? Quand c'est de l'agent humain, quelque part, ben, il le fabrique, il le regarde, tu vois. Mais quand c'est une machine, forcément, tu n'as pas 100% confiance dedans et donc tu veux avoir un processus de qualité. Donc ça crée des emplois additionnels. Donc quelque part, il y a des gens qui étaient avant en charge de construire qui vont être demain en charge d'évaluer. Et deuxième point, c'est que, ben, en fait, c'est toujours pareil. Quand on gagne la productivité, en général, on fait plus de choses. On utilise ce temps pour faire plus de choses. Et pour faire plus de choses, il faut avoir des gens qui pensent à quoi faire. Et donc, quelque part, quand tu as moins de temps passé sur l'exécution des tâches, tu as plus de temps passé sur le design des tâches à exécuter. Et donc, tu as quand même des gens qui vont demain devenir des architectes de processus et qui vont devoir repenser la manière dont les choses fonctionnent et de créer peut-être des nouveaux processus. Et typiquement, on en a parlé tout à l'heure, quand tu crées des agents et que les agents automatisent les processus, ton but, ce n'est pas de reprendre le processus humain et de l'automatiser. Il ne faut pas faire ça. Parce que sinon, le processus humain, il y a marqué attendre 2 jours que tu reçois le mail de la RH. Tu n'as pas besoin de ça quand tu fais de l'agentic. Et donc, il y a une logique qui se pose de se dire, OK, comment si je redéfinis le processus à l'ère de l'IA et de l'agent pour faire quelque part mieux. Et donc, se posent du coup les 2 nouvelles tâches qui sont des corollaires immédiats, et je ne parle même pas de toutes les tâches qui vont venir et auxquelles on n'a peut-être pas pensé tout de suite, mais la tâche de la qualité, donc comment j'évalue, je supervise, je monitore tout ça, et la tâche du design des processus. Et donc, je pense que dans le futur, les gens vont avoir des tâches qui sont, je pense, beaucoup plus intellectuelles et beaucoup plus aussi axées sur le contrôle, l'efficacité, l'évaluation de cette automatisation qu'on a mis en place. Et si on regarde les gens qui font des logiciels, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais eux, concrètement, ça change dans quelle mesure la façon dont on fait un logiciel aujourd'hui? C'est une très très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs angles dessus. Le premier angle, c'est on l'a évoqué tout à l'heure sur le code. Eh bien, quand aujourd'hui je développe un logiciel, ben, avec des outils comme cela, ça me permet de développer plus vite. Et tu sais, dans tous les logiciels, il y a le même syndrome que pour les journalistes. Il y a le syndrome de la page blanche. C'est hyper compliqué d'amorcer. Quand tu fais du code, voilà, moi j'ai été data scientist dans mes jeunes années, je ne suis pas si vieux, mais
quand tu fais du code, le plus dur, c'est d'amorcer ton code. Donc, d'écrire les premières lignes, de dire par quoi je vais commencer mon processus, par quoi je vais commencer mon travail. Et donc, avec ces IA-là, aujourd'hui, tu arrives très rapidement à bootstrapper, donc à démarrer une première version de ton projet. Et évidemment, ça ne sera pas parfait, mais ça te donne tout de suite un premier draft, un premier essai que tu peux venir améliorer. Donc ça, déjà, en termes de logiciel, ça permet un gain de productivité énorme. Le deuxième point, c'est que, en fait, quand tu crées un logiciel, souvent, tu as des retours utilisateurs. Ça met du temps à intégrer parce que il faut d'abord s'assurer de comment tu intègres ce retour quelque part, est-ce qu'il est pertinent ou pas. Et une fois que tu l'as intégré, comment tu évalues que le retour ne cause pas de dégâts et de dommages sur le reste des fonctionnalités de ton logiciel. Et donc, avec ces IA génératives-là, déjà, tu vas pouvoir faire du bootstrapping plus vite des idées, donc d'intégrer plus facilement les idées, de se dire est-ce que je peux le faire là, 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 qu'est-ce que ça donne si je le fais là, 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 là. Et deuxièmement, tu vas pouvoir aussi faire de l'étude d'impact beaucoup plus efficacement et faire la simulation en fait, des incidents que ça peut causer sur ton logiciel. Donc à la fois en phase de design et en phase de life cycle, d'évolution de ton logiciel, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc là, c'est le premier point, c'est sur juste le développement du logiciel, ça change la donne. Le deuxième point, il est hyper intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les logiciels, ils ont été pensés pour un usage humain. L'exemple, tu vois, moi j'adorerais que vendredi prochain, imaginons je ne travaille pas et que je disais à l'IA, tu sais quoi, vendredi je ne travaille pas, j'aimerais partir en week-end prolongé avec ma femme, j'ai un budget de 900 €, j'aimerais partir à moins de 2 heures de Paris, je vais à un endroit où il y a du soleil et j'aimerais faire des tâches extrêmement relaxantes, de me détendre, visiter, etc., etc. Et ensuite, l'IA prend mon besoin, se dit ok, donc je vais regarder toutes les destinations qui sont à moins de 2 heures de Paris, je vais regarder en avion et en train, je vais filtrer sur les endroits où il fait chaud, où il y a du soleil. Ensuite, je vais chercher des endroits où il y a potentiellement, je sais pas moi, du spa ou des choses comme ça, et peut-être potentiellement un axe important sur la culture. Et derrière, va me proposer, tu sais quoi, tu peux aller à Lisbonne, tu peux aller à Prague, tu peux aller en Corse, tu peux aller ici et là. Si tu choisis cette option-là, voilà les activités à faire, voilà l'hôtel que je te suggère, voilà le vol que je te suggère, le budget pour chacune des options. Et moi, ensuite, je dis, très bien, l'option numéro 1 à Prague me va très bien. Est-ce que tu peux du coup faire la réservation? Et donc l'IA, automatiquement, fait la réservation. Pour faire ça, il faut imaginer que l'IA, du coup, va se connecter à des API de différents logiciels. Potentiellement, s'il n'y a pas d'API, d'aller simuler le clic sur les fenêtres pour pouvoir faire tout ça. C'est laborieux, hein, c'est pas évident du tout. Et donc, si demain, on aimerait que tous ces systèmes d'automatisation puissent fonctionner mieux, eh bien, il faut repenser aussi la manière dont les agents vont devoir interagir avec les logiciels. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place actuellement, notamment, par exemple, un truc intéressant, c'est Anthropic, qui a partager un protocole qui s'appelle le MCP, donc c'est un protocole qui veut le rendre standard pour tout le monde, et qui va être un protocole qui redéfinit la notion d'API. Je te donne un exemple, cette fois-ci d'entreprise, j'ai créé un agent qui m'aide potentiellement à trouver l'information quand j'ai des questions. Et donc cet agent-là, il est connecté à mon Google Drive, à mon SharePoint et à mon Confluence. Et donc, quand je pose une question, ce qui se passe, c'est que l'agent va interroger chacun des systèmes de manière indépendante, en se connectant à chacune des API, en respectant le protocole de chacune des API, en récupérant toutes les informations, et ensuite avec un regard critique, en analysant la totalité et en faisant une synthèse. C'est hyper laborieux. Si je dois créer cet agent-là, il faut que cet agent-là, d'abord, je le connecte avec les différentes API, que j'écrive les différentes API, enfin le bon code pour connecter avec les différentes API, qu'ensuite je crée cette boucle de self-reflection pour aller synthétiser tout ça, avoir un regard critique, etc. etc. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est laborieux, et si demain je vais ajouter un quatrième système, rebelote. Donc, Anthropic, ils ont pensé à un truc, ils se sont dit, est-ce qu'on ne devrait pas réinventer l'API pour qu'en fait, tous les systèmes du monde parlent la même API. Et donc, quand demain je suis un agent, je vais me connecter à un système, eh bien, je respecte le même protocole que pour tout le monde et c'est la même façon de communiquer, donc ça va beaucoup plus vite. C'est un petit peu comme dans le monde du travail, on parle tous anglais par défaut, en théorie. Et donc, quelque part, quand je veux m'adresser à un client, je ne sais pas quelle langue il parle, je lui parle en anglais, je suis sûr qu'il saura me répondre. C'est la même logique, tu vois. Et donc, quelque part, il faut se dire qu'il faut repenser les systèmes pour que demain, on puisse intégrer cette automatisation et qu'on puisse le faire de manière beaucoup plus efficace. Ça, c'est le deuxième point pour les auditeurs de logiciels et de sites web, etc. Et le troisième point, c'est aussi de se poser la question de c'est quoi le SaaS de demain? Je vais caricaturer, mais un SaaS, c'est 3 couches. C'est une UX, c'est de l'intelligence, donc
le workflow que le SaaS accomplit, et puis de la data qui est manipulée à travers ce SaaS-là pour justement réaliser ces workflows. On a dit que l'UX, demain, elle va évoluer parce que, un, les gens vont automatiser des tâches, donc il n'y a peut-être même plus d'interaction directe, et que deux, potentiellement, ils ne vont pas l'automatiser, mais ils vont discuter avec une interface de type Gemini ou ChatGPT ou Claude, donc un chat, et donc l'UX de l'entreprise, enfin l'UX du logiciel, quelque part, il va être de moins en moins utilisé en direct. Et donc, quelque part, ça fragilise un des piliers fondamentaux d'un SaaS, qui est l'UX, et la manière de penser les parcours utilisateurs. De l'autre côté, tu as l'intelligence, qui aujourd'hui fait la valeur du logiciel. Tu l'utilises parce qu'il y a une intelligence qui automatise des tâches. Mais qui aujourd'hui est très limitée au logiciel. Ça veut dire que moi demain je vais automatiser un processus d'entreprise. Ce processus-là, il ne dépend pas d'un logiciel en général, il dépend de 10, 15 logiciels. Et donc si demain la logique d'automatisation, elle se retrouve dans le logiciel, chaque logiciel aura son propre agent et donc ça va être une galère à venir orchestrer chacun des agents avec sa petite langue, etc., etc. Donc, il faut sortir l'agent du logiciel parce que le but d'automatiser, c'est d'être cross-logiciel. Et donc, l'intelligence, quelque part, de manière indirecte, elle va se déporter en dehors du logiciel. Donc, on a l'UX qui est plus très intéressante. L'intelligence qui est déportée en partie en dehors du logiciel. Et après, il reste la data, sur laquelle, en général, l'éditeur a travaillé énormément pour avoir un bon data model, mais qui, en réalité, c'est un data model qui contient tes données. Donc, dans ce monde où l'UX est plus utile, l'intelligence a moins de sens au sein du logiciel et la data n'est qu'à toi, je ne sais pas. Je ne sais pas, du coup, comment le SaaS doit demain évoluer. Comment le SaaS doit demain s'interconnecter peut-être avec d'autres systèmes, d'avoir des protocoles d'ouverture beaucoup plus larges, de se dire mon agent je le crée dans ce logiciel-là ou dans ce logiciel-là, mais ils peuvent communiquer les uns avec les autres, c'est les mêmes protocoles de communication. Donc tu vois, se pose des vraies questions demain d'ouverture en fait des logiciels et ce que ça va impliquer pour leur business model, pour les entreprises qui les utilisent et surtout pour cette vision de l'automatisation qui est cross-logiciel. Donc j'ai pas la réponse. Il y a eu un super podcast récemment qui est sorti dans lequel Satya aussi se pose la question demain de l'interconnexion. Donc tu vois, son exemple à lui, c'est de se dire demain, est-ce que Apple va me laisser le droit d'automatiser des choses avec Office Copilot dans l'iPhone? Tu vois, c'est une vraie question parce que ça voudrait dire que Apple donne le droit à un logiciel interne d'automatiser des choses au sein de son hardware. Donc tu vois, toutes ces questions se posent. Et le business du SaaS et la vision du SaaS de demain va, je pense, devoir évoluer, ne serait-ce qu'à cause de ce point-là et des deux autres dont on a parlé juste avant. Et alors, imaginons qu'il y ait quelques UX designers qui nous écoutent. Est-ce que tu vois des perspectives rassurantes pour eux dans ce nouveau monde? Alors, forcément. Tu vois, je grossis le trait à chaque fois parce que, évidemment, je projette dans l'avenir et pour projeter, il faut un mur. Donc, il faut atterrir quelque part. Donc, forcément, quand on entend ça, on dit « Ah, attends, tous les métiers vont disparaître, etc. » Non. On a encore besoin du UX parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles, aujourd'hui, c'est mieux d'avoir une UX. Tu vois, ton iPhone, il est rempli d'applications. Tu as Siri sur ton téléphone, tu as peut-être ChatGPT sur ton téléphone, mais il y a des choses que tu fais sur une application. Parce que ça va plus vite de le faire comme ça. Donc, je ne dis pas que demain, l'UX va disparaître. Je dis juste que demain, l'UX va évoluer pour ne plus être le seul point d'entrée d'une application. Et donc, c'est surtout pour les éditeurs que se pose la question, plutôt que pour les gens qui font de l'UX. Ensuite, point important aussi, c'est que les UX, c'est pas que de l'input, c'est aussi de la lecture. Donc, par exemple, quand tu lis une application je sais pas moi, de news, tu lis. Tu n'inputes pas, donc tu n'as pas besoin d'un agent pour lire. Donc la question de comment tu lis et l'UX de ta lecture se pose encore. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc moi, ce que je conseille à ces gens qui font l'UX aujourd'hui, c'est de s'intéresser à ces outils d'automatisation de la création de code. Ce qui va leur permettre à eux de passer beaucoup plus de temps dans la réflexion profonde de l'UX que de la manière de coder l'UX elle-même, en fait. Et donc, quelque part, on vient prendre un peu de hauteur, comme je disais tout à l'heure, et avoir plus une logique d'architecte de l'UX, de designer de l'UX, que d'implémenteur de l'UX. Et c'est là où il y a un vrai paradigme. Et donc, ces gens-là, demain, on les attend pour faire des choses encore mieux. Parce que s'ils passent moins de temps à coder,
on espère que l'expérience, pour le coup, va prendre de la qualité parce que il y a plus de temps à louer à ça. C'est peut-être mon conseil pour eux, c'est de s'intéresser à ces outils-là d'automatisation du code parce que demain, ça va leur permettre d'être encore meilleurs et plus pertinents sur l'expérience qu'ils souhaitent apporter à leur UX. Alors, où en est le marché aujourd'hui sur ces agents? Alors, le marché aujourd'hui, si je reprends un peu les 3 niveaux, il est très positionné sur le niveau 1, donc ce qui est Copilot. Sur le niveau 2, on voit des choses aujourd'hui sur les workflows. Sur le niveau 3, pas du tout. C'est encore beaucoup trop expérimental. Ce qu'on voit par contre beaucoup apparaître récemment, c'est des agents qui sont ce qu'on appelle des agents perceptifs. Donc, je n'ai pas évoqué ça tout à l'heure parce que je ne veux pas non plus noyer le poisson. Il y a beaucoup de vocabulaire, hein. Mais rappelons un point, c'est que pour que l'agent puisse véritablement demain devenir vraiment intelligent, il ne faut pas qu'il s'interface uniquement avec des API. Il faut que demain, cet agent-là puisse aussi s'interfacer avec des UX. Je te donne un exemple. Demain, si tu as un logiciel qui a une API pour interagir avec le logiciel, eh bien, si tu es au sein de ce logiciel-là et que tu utilises l'API pour interagir avec, ben, tu vas être très très vite limité. Pourquoi? Parce qu'une API, c'est pensé pour interagir avec le logiciel en dehors du logiciel. C'est un peu comme si toi et moi, cette interview, on la faisait au téléphone alors qu'on est à côté. Une API, c'est le téléphone. C'est pensé pour se parler quand on n'est pas à côté. Quand on est dans la même pièce, c'est plus efficace de se parler en direct. C'est pareil, les UX, elles sont pensées pour justement avoir plus de fonctionnalités que les API. Et donc, si les agents demain veulent en profondeur agir sur un logiciel, il leur faut des capacités plus grandes que simplement s'interfacer avec l'API du logiciel. Et donc, c'est là que viennent des solutions comme ce qu'a proposé notamment récemment Hash, tu sais, la startup qui a levé plus de 200 millions d'euros en seed. Ils proposent des agents qui soient capables non seulement d'analyser les API et donc avoir des LLM qui se connectent et tout ça, mais qui sont capables d'avoir une notion de vision, donc qui visualisent des UX et qui interagissent sur ces UX en conséquence. Donc, il va y avoir un gros volet sur l'agent perceptif, l'agent qui non seulement interagit avec son environnement, mais aussi visualise son environnement et interagit sur la base de sa visualisation. Ça va être un énorme chantier, je pense, sur 2025. Et notamment, tu sais, il y a beaucoup aujourd'hui de promesses sur le fait qu'on va avoir des ChatGPT ou des Gemini qui vont s'interfacer avec ton Mac ou ton PC. Et donc, forcément, ces technologies-là vont devoir comprendre ce qui se passe sur ton écran. Et donc, c'est là où on va voir un peu cette logique d'agent perceptif et qui, je pense, va être un sujet important pour demain. Un autre sujet, je pense aussi, qu'il va falloir surveiller, c'est cette logique un petit peu de briques technologiques pour les métiers. On en a parlé tout à l'heure avec Jensen, le CEO de NVIDIA. Si demain, les métiers doivent prendre en compte une partie de la maintenance des applicatifs, eh bien, les métiers doivent aussi demain, je pense, avoir des outils adaptés pour cela. Et donc, la logique de comment je crée de la confiance sur l'IA, comment je crée de la confiance sur ce que je mets en place, comment je mets en place les bons outils de supervision, pour les métiers notamment, eh bien, il y a tout un marché qui va se créer autour de ça. Ce marché, il existe déjà aujourd'hui pour l'IT, pour les data scientists, mais pas pour les métiers. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses encore à mettre en place. Et je pense que ça va être aussi un gros sujet de tendance sur les entreprises. Et enfin, je pense à un sujet beaucoup plus métier qui est très intéressant aussi, c'est la logique de gouvernance. Demain, je mets Copilot ou Workspace, Gemini à tous mes collaborateurs. Ils vont créer des agents de partout. Comment je pilote ça? Tu imagines si demain, j'ai donné la capacité à tous les employés d'Artefact de pouvoir recruter qui ils veulent. Ça va être, je sais pas, j'ai même pas de mots pour rester courtois, mais c'est horrible. Donc, si demain on veut donner aux gens la capacité de pouvoir recruter qui ils veulent pour s'assister, il faut quand même avoir une espèce de gouvernance et de contrôle sur qui on recrute, comment on recrute et qu'on ne recrute pas 2 fois le même poste, etc., etc. Donc, il y a une logique de gouvernance qui va se mettre en place parce que dans un monde où l'agentique et les agents vont devenir commodités, quels sont les processus d'entreprise qui vont mettre en place pour quand même garder le contrôle de tout ça? Et tu as déjà, toi, quelques retours d'expérience, quelques retours des terrains sur les erreurs à éviter ou bonnes pratiques? Les erreurs à éviter, c'est, je pense, de penser que c'est magique. En fait, c'est là où c'est assez clivant, c'est que toutes ces technologies-là ont montré qu'on peut faire des choses très vite, mais c'est des choses qui marchent, mais ça ne fonctionne pas.
Ça veut dire que la démo se passe super bien, mais quand tu vas mettre en production, bah, tout de suite, c'est horrible. Parce que ça coûte cher, parce que ça dit des bêtises, parce que ça hallucine, etc. Parce que ça prend trop de temps pour la latence, etc., etc. Donc, ce que je conseille aux entreprises, déjà, c'est de se poser les bonnes questions de comment elles vont industrialiser tout ça. Faire des POC pour faire des POC, ça ne sert à rien. Et dans un monde où le POC coûte moins cher et se fait plus vite, on a peut-être l'envie d'être très tenté d'en faire beaucoup sans se soucier de demain. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire beaucoup, il faut tester, expérimenter, mais il faut absolument poser les fondamentaux pour qu'on puisse demain industrialiser. Ça implique la logique de gouvernance qu'on a dit tout à l'heure, qui est très importante, et la logique aussi de plateforme qui permettra demain de supporter ces cas d'usage, de monitorer les cas d'usage, de les superviser, de gérer les coûts, gérer la latence, etc., etc. Plein de concepts très importants en production qui sont souvent, je pense, négligés lorsqu'on démarre un projet. Pour se projeter un peu dans le futur, on est déjà pas mal à l'avance du futur, mais comment tu vois le secteur évoluer dans les prochaines années? Alors, c'est une question à 1 million d'euros, voire plus. Je pense que on va avoir de plus en plus de réflexions justement sur ces processus-là. Parce que la promesse de l'IA générative, ça a été vraiment la promesse de gagner de l'efficacité, gagner de la productivité. Et ce qu'on a réussi à faire pour le moment, c'est plus, tu vois, réduire la durée des tâches. On n'a pas encore réduit le délai des processus. Donc en fait, c'est là où il y a un paradigme intéressant, c'est que ce qu'on a réussi à faire depuis des années, c'est sur un processus qui prend 2 semaines, chaque tâche prend moins de temps, mais le processus prend encore en réalité 2 semaines. Demain, quand on va réussir à passer ce cap de l'agentic, on va véritablement passer un processus de 2 semaines à un processus de 2-3 jours. Donc c'est là où on va avoir vraiment, je pense, des vrais gains de productivité. Et donc c'est là où on va constater des vrais changements dans la manière de travailler, de collaborer, etc., etc. Donc je pense que le futur, il va être très orienté sur cette automatisation des processus, avec évidemment toutes les questions qu'on a posées, questions du travail, questions sociétales, questions des logiciels, questions du business model, questions des interactions entre les différents agents, etc., etc. Je pense il y a un chantier monstrueux qui arrive, des questions pour tout le monde. Et il est très important, je pense, d'avoir bien compris ces concepts-là pour bâtir sa stratégie d'entreprise en conséquence et du coup se préparer à un monde dans lequel les manières d'interagir changent, les manières de réfléchir changent et les manières de communiquer changent aussi. Et honnêtement, je suis très preneur si quelqu'un a la réponse, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. C'est marrant parce que ce que tu viens de décrire, finalement, on a déjà connu ça avec l'arrivée des ordinateurs en entreprise. Il y a eu l'arrivée des ordinateurs, et puis au début, on ne voyait pas de gain de productivité. Et en fait, on a vu que, oui, ok, peut-être que la secrétaire, elle a un ordinateur, mais si le patron, il continue à dicter ses courriers à la secrétaire qui maintenant a un ordinateur, on n'a pas changé le process et on n'a pas fait de vrai gain de productivité. Et j'ai l'impression que ce que tu viens d'écrire, c'est un petit peu la même chose, Exactement. Mais à l'échelle de l'intelligence artificielle. Exactement. L'intelligence artificielle, c'est véritablement une révolution qui, et surtout ce concept d'agentic, qui est aussi puissant, je pense, voire plus puissant que ce qu'on a eu avec les smartphones, que ce qu'on a eu avec les ordinateurs, ce qu'on a eu avec Internet. C'est aujourd'hui, à chaque démarrage de technologie, en fait, on a ce petit pas avant où on fait la même chose mais mieux, et ensuite on fait les choses différemment. Donc pour moi, la réponse à comment on fait les choses différemment, c'est les agents. Donc on n'y est pas encore complètement, mais on avance dans cette direction-là. Et si donner encore peut-être un autre, quelque chose qui me vient tout de suite, mais je pense qu'on a eu, tu vois, les modèles, les assistants, les agents, et du coup le futur de ça, c'est quoi? Alors, je n'ai pas envie de dire c'est l'intelligence générale, etc. Parce que Terminator, c'est sympathique, mais ce n'est pas pour tout de suite. Par contre, là, ça va être intéressant, c'est comment demain j'arrive à intégrer ces IA-là et ces agents-là dans des robots. Les voitures autonomes, ça devient beaucoup plus concret aujourd'hui quand on a un agent capable de comprendre, interagir avec son environnement et prendre des décisions. Avant, on n'y arrivait pas. Donc tu vois, c'est logique d'agent aussi. Demain, il faut se dire que si elle est capable de comprendre, d'analyser, d'être conscient de son environnement avec ses yeux, il y a plein de choses qui se passent demain dans le monde de la robotique. Tu sais, notamment, Elon Musk a
parler de son robot humanoïde sur lequel demain il souhaite mettre Grok, qui est son modèle d'IA générative. C'est véritablement ça. Donc, je pense aussi demain, n'oublions pas qu'il y aura des usages qui vont en dehors de ce qu'on a raconté, qui sont des usages potentiellement, tu vois, dans les usines ou dans notre quotidien de voitures autonomes, de taxis autonomes, etc. etc. Donc voilà, c'est un peu plus, pas pour tout de suite, notamment pour des questions de réglementation aussi, hein, mais se posent aussi des questions comme ça de robotisation des processus. Et alors, pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin, on leur conseille pas forcément Terminator, mais est-ce que tu as un autre film, un livre, une conférence? Alors, il y a plein de ressources sur Internet. Moi, déjà, ce que je conseille, c'est faire attention aux faux influenceurs. Aujourd'hui, tout le monde est devenu expert IA. C'est assez fatigant. Donc, faites attention à ce que vous lisez. Et surtout, ne faites pas confiance à tout ce que vous lisez aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans un monde où le savoir des sachants est très accessible. Donc aujourd'hui, tu veux un point de vue sur l'IA générative, tu peux écouter Jensen, tu peux écouter Satya, tu peux écouter Pichard directement. Et en fait, ces gens-là communiquent parce qu'il y a un enjeu de communication de la part de l'entreprise aussi sur ces questions-là. Donc c'est intéressant, je pense déjà, de connaître, tu vois, ce que pense Sam Altman du futur ou ce que pense Mark Zuckerberg ou Satya ou Jensen. Et donc, ils font beaucoup de conférences. Et donc, moi, ma première source de savoir, c'est juste ces gens-là qui en savent plus que nous et qui, parfois aussi, de manière indirecte, donnent des pistes sur leur stratégie. Parce que c'est un petit peu le jeu du petit poussé. Quand tu écoutes la conférence et que tu comprends leur lancement produit, que tu comprends un peu leur stratégie de déploiement, ben, si tu arrives à dessiner le trait, ben, tu comprends un peu mieux aussi où est-ce qu'ils souhaitent aller. Hanan, merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge.